Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. Avec les nouvelles technologies et la digitalisation en plein essor ces dernières années, la cybercriminalité s'intensifie également. Et ce, malgré une politique réelle de lutte contre la cybercriminalité. Nous parlons de crime. La cybercriminalité, ce crime susceptible de se commettre au moyen d'un appareil connecté à un réseau afin d'accéder à des informations personnelles, sensibles, confidentielles, professionnelles, gouvernementales également. Et ce, de manière frauduleuse à des fins d'escroquerie, de harcèlement, de diffusion de contenu d'atteinte à la vie privée. La cible des cybercriminels est multiple, mais les entreprises restent un énorme vivier cible. Alors, en Côte d'Ivoire, quelle est la réalité du contexte? Quels sont les risques encourus? Comment se protéger de la cybercriminalité et comment lutter? Et ça fait l'actualité. Je vous propose en image de la cybercriminalité. C'est un reportage signé Ahmed Traoré. La cybercriminalité regroupe tous les actes malfaisants menés via l'utilisation des nouvelles technologies. L'on parle de cybercriminels pour désigner des individus qui cherchent à obtenir de l'argent, soit en revendiquant des données soutirées à des personnes ou des entreprises, soit en infiltrant des logiciels malveillants dans les systèmes des entreprises ou autres organisations. Les cybercriminels sont très organisés et très professionnels. Il existe même des assistances technologiques et des réseaux des malfaiteurs pour les aider à mener à bien leurs cyberattaques. Pour déstabiliser les entreprises, ils utilisent plusieurs techniques. Le phishing, par exemple. Cette technique est une forme d'escroquerie sur Internet qui consiste à usurper l'identité d'un organisme connu de la cible, ce, en sollicitant une action de sa part. Le rançongiciel, ensuite, une autre technique consistant à s'infiltrer dans le système d'une entreprise ou d'une organisation dans le but d'accéder à des données sensibles. Bref, ce qui permet aux cybercriminels de mener à bien leurs attaques est le plus souvent le facteur humain. Autrement dit, ils cherchent à tromper la personne qui a accès aux informations voulues, plutôt que de passer par des manipulations informatiques. C'est un moyen plus simple et plus efficace pour les fraudeurs. De retour en studio, nous parlons de la cybercriminalité en entreprise et nous avons des invités ressources. Monsieur Jean-Louis Ménane Kwame, bonsoir. Bonsoir Mariam. Vous êtes directeur général de Orange Bank Africa. C'est bien ça. Merci d'être là. Merci. Monsieur Franck Kié. Monsieur, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes consultant en cybersécurité, vous êtes associé au cabinet CyberOps Consulting. C'est ça. Merci à vous également. Merci. Nous allons comprendre la raison de votre présence sur notre plateau. Monsieur Ménane Kwame, alors on parle de téléphonie, on parle de banque. Alors, est-ce que l'on comprend bien que c'est l'une des meilleures associations pour parler de digital? C'est bien ça. Alors, peut-être permettez-moi, tout d'abord, aujourd'hui on est le 20 décembre et on a appris ce matin le décès d'un des vôtres, Monsieur Jésus Kwasi Yoboué, et je voudrais donc présenter mes condoléances à toute la famille de la RTI, parce que c'était un grand parmi les grands. Et on a eu la chance de le voir présenter le journal du 20h. Merci beaucoup. Oui, Orange Bank est une banque digitale donc, qui a vocation à prêter de l'argent aux clients qui ont un porte-monnaie Orange Money, donc prêter de l'argent ou capter l'épargne en vue de leur rémunération. Et c'est clair que dans cette activité qui est digitale, nous avons, nous sommes au cœur de tout ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est-à-dire permettre la dématérialisation des transactions, permettre la facilité des transactions via le digital. Et nous sommes un modèle de banque totalement assumé, donc digital, au service des populations. Mais c'est clair que nous devons donc faire face au sujet de cybercriminalité, évidemment. D'accord. Alors vous, c'est le côté pratique et vous êtes dans la solution, dans l'assistance. Exactement. Alors je dirige un cabinet de conseil qui intervient sur toutes les questions de gouvernance, gestion de risque et conformité pour accompagner tous les acteurs économiques du secteur public et aussi du secteur privé sur les meilleures façons de renforcer la protection de leur sécurité informatique
mais aussi en proposant des solutions techniques pour renforcer sa cybersécurité. D'accord. Alors aujourd'hui, on est dans un monde où tout est digitalisé et je pense qu'à la faveur, malheureusement, de Covid, je pense qu'il y a eu un coup d'accélérateur également, c'est cela ? C'est exactement ça. Covid ou pas Covid, il y a un mouvement qui était déjà parti, qui laisse effectivement de la place à l'accélération des transactions et donc à la digitalisation des transactions dans tous les secteurs d'activité. Vous savez que l'État de Côte d'Ivoire a par exemple une stratégie de lutte contre la cybercriminalité et j'ai bien aimé le préambule de cette stratégie où il est dit que finalement dans le secteur de l'électricité, de l'eau, des transports, de la banque, de l'assurance, etc., aucun secteur n'échappe à la digitalisation qui elle-même est facteur de croissance, de facilité d'accès aux services et de croissance économique tout simplement. Mais justement, parce qu'on a cette facilité qui est offerte par la technologie, des failles peuvent exister dans les infrastructures qui sont utilisées pour faciliter donc ces transactions, dans les réseaux qui sont utilisés par les entreprises ou par les organisations. Et des failles peuvent exister justement dans l'accès aux données. Et c'est ces failles-là qui doivent être contrecarrées, qui doivent être couvertes, justement pour que les cyberattaquants ne prospèrent pas dans leur dessein néfaste. Alors, on a vraiment le sentiment que ça rime. Développement, digitalisation rime avec cybercriminalité. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un état des lieux d'un point de vue mondial déjà ? Oui, forcément. Alors, ça rime pour plusieurs raisons. Il ne faut pas oublier que la cybercriminalité, initialement, c'est de la criminalité. Donc, tous les moyens que des criminels peuvent ou pourront avoir pour gagner de l'argent le feront. Donc, avec la digitalisation, naturellement, et l'augmentation des usages numériques, naturellement, la criminalité se déporte aussi vers le monde numérique. Aujourd'hui, on estime à peu près à 1000 milliards de dollars le coût de la cybercriminalité au niveau mondial. En Afrique, c'est à peu près estimé à 4 milliards de dollars et en Côte d'Ivoire, à peu près à 6 milliards de francs CFA lors de la dernière conférence de presse qui a été réalisée par la plateforme de lutte contre la cybercriminalité avec à peu près 4500 à 5000 plaintes reçues par an et un taux de résolution de ces affaires d'environ 50% qui, comparé au reste du monde, est quand même un taux assez élevé. Toutefois, juste pour terminer ce propos-là, je pense que c'est un état des lieux qui est assez, qui n'est pas forcément, comment dire, qui est un peu sous-estimé, à mon avis, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, par exemple, en Côte d'Ivoire, ce chiffre ne tient compte que de ce qui a été officiellement déclaré. Donc, c'est-à-dire quand vous portez plainte, quand vous venez justement dire j'ai été victime de cybercriminalité, ce n'est que ce montant-là qu'on peut estimer. Donc, toutes les autres personnes physiques ou entités morales qui sont victimes de cybercriminalité passent un peu à la trappe et je peux vous dire qu'il y en a. Il y en a, d'accord. Alors, il a soulevé quelque chose d'intéressant, M. Kié, en disant que ce qui est déclaré, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a la rétention d'informations. Vous n'avez pas la bonne information, par exemple dans le monde de la banque associée donc à la téléphonie. Alors, dans le monde de la banque tout court, il est clair que les acteurs bancaires ou les acteurs financiers en général, banques, compagnies d'assurance, sont victimes de cyberattaques et il est clair qu'il y en a qui aboutissent. Est-ce que ces banques ou compagnies d'assurance ou établissements financiers déclarent à la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, qui est une institution officielle en Côte d'Ivoire, est-ce qu'elle déclare cela? Je ne suis pas certain. C'est la raison pour laquelle, au sein de l'association professionnelle des banques et établissements financiers en Côte d'Ivoire, dont je suis également vice-président, je milite pour que nous puissions avoir une sorte de partage de l'information, sans rentrer dans le détail de qui a subi quoi, etc. Mais les modes opératoires, les montants qui ont été siphonnés, les failles qu'on a pu avoir dans nos systèmes
peuvent de façon anonyme être portés à la connaissance de l'association professionnelle, de sorte à attirer l'attention des autres acteurs sur le fait qu'on a un des nôtres qui a subi telle attaque du fait de telle défaillance, et voilà ce que nous pensons qu'il faudrait faire pour parer à cela. Donc, imaginez que dans chacune des associations professionnelles, banques, assurances, etc., on ait ce type de partage d'informations. Je pense que ce serait un début de solution. Il en existe d'autres. Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est une réponse, à mon avis, aux cyberattaquants qui sont très ingénieux. Mariam, il faut bien qu'on se dise qu'au moment même où les Ivoiriens nous écoutent, là, aujourd'hui, là, en ce moment même, il y a peut-être des cyberattaquants qui sont en train de faire un séminaire quelque part dans la ville d'Abidjan ou en banlieue pour déterminer la meilleure des façons d'attaquer les acteurs économiques ou même l'État. Je vous donne un exemple. La digitalisation, elle est partout maintenant. Hein. Aujourd'hui, on peut payer son impôt foncier en fait, via son téléphone ou via son ordinateur. Imaginez un seul instant qu'un cyberattaquant arrive à s'introduire dans le système d'information de la Direction générale des impôts et tripatouille les données de sorte que tous les contribuables ivoiriens soient réputés avoir payé leur impôt foncier. C'est un manque à gagner énorme pour la Direction générale des impôts. Est-ce que ça pourrait expliquer la raison pour laquelle il y a ce silence où tout n'est pas déclaré pour ne pas montrer cette vulnérabilité? Oui, c'est ce que Francky disait tout à l'heure. Nous pensons effectivement que tout n'est peut-être pas déclaré, mais bon, on pense qu'il y a de l'information qui n'est pas remontée. Oui. Alors, vous parliez de 6 milliards en Côte d'Ivoire. À quelle période? C'est la dernière conférence de presse de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité qui a eu lieu en décembre 2021. Donc je pense qu'il reprenait en fait les chiffres de l'année 2021 et je pense qu'on aura peut-être probablement dans les prochains jours les chiffres de 2022. Mais je voudrais revenir sur ce que M. Ménane Kwame a dit qui est extrêmement important dans la mesure où effectivement, par exemple, aux États-Unis, dans l'État de New York, donc on a le New York Department of Financial Services, donc qui est l'entité qui est en charge justement de toutes les institutions financières dans l'État de New York, qui a imposé une loi en matière de cybersécurité où les entreprises qui sont victimes de cyberattaques sont obligées dans les 72 heures de les déclarer. Donc ça permet justement d'aller vers plus de transparence et d'aller dans ce travail-là de partage de l'information qui permet de mieux savoir quels sont les types d'attaques auxquelles on fait face, comment on peut mieux se défendre et comment on peut mieux se prémunir. Monsieur Ménane Kwame a donné un exemple très intéressant qui disait imaginez si la Direction générale des impôts était victime d'eux. Moi, je ne dirais même pas imaginer si, c'est imaginer quand, parce que ça va arriver en fait. Et comme il le disait, aujourd'hui, peut-être qu'au même moment, il y a des cybercriminels qui sont en train de s'associer, mais la cybercriminalité aujourd'hui, c'est vrai qu'on a encore peut-être malheureusement l'idée de jeunes brouteurs qui sont dans les cybercafés, mais c'est une criminalité qui aujourd'hui s'organise de plus en plus, qui est également organisée en mafia, comme la criminalité qu'on connaît, avec des groupes qui sont répartis dans plusieurs pays, qui communiquent ensemble, qui se partagent l'information. Aujourd'hui, sur le Darknet, il est possible d'acheter des rançons logicielles, donc c'est une criminalité qui s'organise, qui devient de plus en plus industrialisée, et la question n'est plus aujourd'hui, est-ce qu'on va se faire attaquer, elle est plutôt quand est-ce qu'on va se faire attaquer? Peut-être même que c'est déjà le cas et qu'on ne le sait pas. Et donc, à mon avis, il y a urgence à agir et à prendre toutes les mesures qu'il faut dans ce sens. Du coup, on se pose la question de savoir, vous qui êtes donc dans l'assistance et dans l'anticipation, alors si vous nous faites comprendre que ça va arriver inéluctablement, il y a lieu de s'inquiéter. Il y a lieu effectivement de s'inquiéter, mais de la même façon, il y a des mesures en place pour se protéger, pour se défendre. Monsieur Ménane Kwame, qui est un très grand expert et professionnel du domaine bancaire, c'est mieux que moi que toutes les réglementations justement sont prises pour essayer de limiter tout ce qui est fraude dans ce domaine-là. Donc le milieu bancaire n'est pas le seul, mais au-delà de ça, il y a d'autres façons de se faire accompagner à travers de la gestion du risque. Donc on peut faire des audits, on peut faire des prestations de conseil. Voilà, on y reviendra, mais je veux dire, il y a tout un éventail et une panoplie de solutions qui existent et qu'on peut proposer justement pour accompagner les différentes entités qui en ont besoin. Alors si je vous demandais,
de nous identifier les cibles de cette cybercriminalité? Ce sont tous les acteurs économiques, tout simplement. C'est vous, c'est nous, ce sont les entreprises, c'est l'État, ce sont parfois des régulateurs, tout le monde y passe. C'est la raison pour laquelle, c'est une très bonne question, c'est la raison pour laquelle la réponse à la cybercriminalité, elle est transversale. Elle doit faire intervenir tous les acteurs que j'ai cités, depuis l'État jusqu'aux usagers, ne serait-ce que par la sensibilisation. Nous avons, pour revenir à la Côte d'Ivoire, nous avons un arsenal juridique qui est plutôt bien constitué. Depuis 2007, si je peux remonter à 2007, la date de création de la DITT, la Direction de l'informatique et des traces technologiques. C'est une direction qui permet justement, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, lorsque la police se déporte sur des lieux où on peut trouver des brouteurs ou des cyberattaquants, c'est parce que la police, depuis 2007, donc, a compris qu'il fallait se doter de moyens pour contrecarrer ce type de menaces. La loi a également évolué. C'est en cela qu'en 2013, on a eu la loi sur la protection des données à caractère personnel, la loi sur les transferts électroniques, loi qui elles-mêmes sont nées de dispositifs légaux venant de la CEDEAO. Donc c'est la transposition en Côte d'Ivoire de dispositions donc prises par la CEDEAO depuis 2010. Il y a également donc au sein des entreprises de plus en plus d'actions qui sont menées pour justement contrer les cyberattaquants et donc bien veiller à la cybersécurité. Donc tout le monde est concerné, mais les solutions existent en entreprise, au niveau des États, au niveau des usagers, pour justement contrer cette cyberattaque. Dans le cadre de la banque, alors, quels sont des exemples de fraudes auxquelles vous avez été confrontés? Vous pouvez nous expliquer sur le plateau? Alors, on n'a pas été confrontés, nous, à titre personnel, mais étant un acteur du secteur bancaire de longue date, donc les cas sont connus. Je peux vous parler de ce qu'on appelle la fraude au président. Alors, la fraude au président, c'est lorsque quelqu'un téléphone, il se fait passer pour un de vos patrons et il vous dit, écoutez, vous allez faire un transfert d'argent important, mais n'en parlez à personne, parce que c'est une opération confidentielle. Il n'y a que le siège qui est au courant, et vous aussi, parce qu'on a confiance en vous. Mais il faut ordonner dans les 24 heures un virement d'argent électronique, voilà les coordonnées bancaires, etc. Bien évidemment, il ne faut jamais répondre à ça, parce qu'un ordre de transfert, il doit toujours être écrit, il doit émaner de donneurs d'ordre connus, avec des signatures habilitées, etc., etc. On a également des... Excusez-moi, dans ce cas de figure, est-ce que le numéro d'appel correspond au numéro d'appel Très bonne question, Mariam. Décisionnaire. Les cyberattaquants vont jusqu'à traficoter. Par exemple, sur WhatsApp, vous avez un numéro, mais le nom qui apparaît, même s'il n'est pas dans votre carnet d'adresse, le nom qui apparaît est le nom du soi-disant appelant. Donc, ils vont jusque-là. C'est des choses qui sont cousues de fil blanc quand on y regarde de près. Mais si on n'est pas préparé, on peut tomber dans le panneau. Et chaque jour, dans le monde, il y a des gens qui tombent dans le panneau de la fraude au président. Ça, c'est un cas. Il y a également le cas des intrusions. On rentre dans le système d'information d'une entreprise par une clé USB, tout simplement. Ici, à la RTI, quelqu'un peut venir, nous aujourd'hui, Franck et moi, nous sommes des étrangers à la RTI, on pouvait venir avec une clé USB. Mariam, on peut aller dans votre bureau, on a juste un document à imprimer là. On met la clé USB, mais en fait, on a fait rentrer un cheval de Troie à la RTI. Et on va pouvoir capter toutes vos informations. On va pouvoir peut-être détruire vos archives. Parce que la fraude, la cybercriminalité, elle ne cherche pas forcément que de l'argent. Parfois, elle cherche juste à nuire. Donc, on peut détruire vos archives, on peut aller dans votre direction financière et puis ordonner un virement frauduleux. Donc, l'intrusion dans les systèmes d'information, c'est des choses qui sont
vécu, même en Côte d'Ivoire, même à Abidjan, il y a des entreprises qui ont vécu cela. Et puis peut-être le troisième cas que je pourrais... Dans ce deuxième cas, ça veut dire que le contrôle sera pris de loin. Le contrôle de l'ordinateur sera pris de loin. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Une fois que le cheval de Troie est rentré, ben, il est piloté à distance et puis il a une mission à exécuter. Il l'exécute tant qu'il n'a pas trouvé de pare-feu, tant qu'il n'a pas trouvé de blocage qui lui permette d'avancer. C'est ainsi Je suppose que c'est même quand l'appareil est éteint. Vous allez me dire ça? Évidemment, évidemment. Éteindre un appareil, ça c'est manger à loco, comme on dit. Non, ça c'est un petit sujet. C'est la raison pour laquelle de plus en plus d'entreprises interdisent tout simplement l'utilisation de clés USB sur les ordinateurs, donc dans le réseau de l'entreprise. Et puis peut-être donner un dernier cas de cyberattaque, c'est les cas ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, des cas de rançon qui sont demandés. Donc nous avons pénétré votre système. Si vous ne nous donnez pas X millions de dollars ou X milliards de francs CFA, ben, nous allons diffuser toutes les informations de vos clients sur la place publique. C'est dramatique pour une entreprise qui doit veiller à la protection des données de ses clients. Voilà les quelques exemples, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Je vous invite à nous en donner d'autres. Ce sont les exemples principaux. On pourrait en parler d'autres. Par exemple, il y a l'attaque par déni de service, donc on appelle DDoS, Denial of Distribution Services, c'est-à-dire qu'on envoie un flux en fait, d'informations importantes sur votre serveur pour le bloquer et pour que vous ne puissiez plus utiliser votre système d'information. Il y a aussi les attaques par phishing ou l'hameçonnage, où un cyberattaquant se fait passer pour une institution justement légitime en recréant l'adresse email. Voilà, je pense qu'on a tous reçu un mail de Netflix ou un mail d'Amazon vous disant oui, voilà, vous avez gagné X montant et rentrez vos coordonnées sur ce site internet. Et donc en fait comme ça on arrive à pouvoir capter vos identifiants ou par exemple vos données personnelles ou bancaires. Il y a aussi l'extorsion en ligne, donc le chantage, l'arnaque au sentiment qui était quand même une forme de cybercriminalité assez connue. Et puis voilà, on a parlé de l'extorsion au faux virement, les rançons logiciels, pardon, tout ce qui est botnet. Donc voilà, on a pas mal de cyberattaques qui sont assez utilisées en ce moment. Alors, vous nous expliquez que ça va de pair. Développement donc de tout ce qui est digitalisation et puis la cybercriminalité. Donc c'est vraiment organisé. Donc ça veut dire qu'autant vous travaillez pour encadrer, pour assister, autant eux ils travaillent et ce sont peut-être même des personnes qui ont les mêmes formations comme les vôtres. Exactement. Alors, enfin des mêmes formations, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que à chaque fois qu'on travaille nous, pour apporter une réponse, eux, ils travaillent aussi pour être de plus en plus ingénieux et pour trouver de plus en plus de failles. Donc ça va de pair. C'est on va dire un peu un jeu du chat et de la souris qui ne s'arrête pas ou qui ne s'arrête jamais. Donc les cybercriminels sont de plus en plus ingénieux. Il y a des techniques de plus en plus sophistiquées. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait des clés USB. Aujourd'hui, maintenant, c'est vrai que certaines organisations bloquent même en fait l'utilisation de devices externes, en fait, de matériel extérieur sur leurs ordinateurs. Il y a pas mal de choses. Voilà, plusieurs sites internet, par exemple des réseaux sociaux, sont bloqués directement d'office sur des ordinateurs d'entreprise pour éviter justement de télécharger du contenu malveillant sur les posts internet. Donc voilà, on essaye de plus en plus en fait de restreindre la possibilité de pouvoir se faire attaquer, mais tout en gardant justement la possibilité de continuer à travailler et à faire des usages numériques qu'on souhaite. Alors je pense que ce qui pourrait également intéresser les Ivoiriens qui nous regardent ce soir, c'est quand est-ce que l'on parle d'attaque et quand est-ce que l'on parle d'erreur. Est-ce que les banques, des fois, ne font pas des erreurs? Tout le monde en fait. Je pense que le niveau de maturité des banques ou des acteurs économiques fait que certaines sont mieux préparées que d'autres. Dans cette affaire, il faut que nous ayons en tête que tout est dans la prévention. On sait que la menace existe. Franck le disait tout à l'heure, il ne faut pas se demander si ça va arriver, il faut se demander quand ça va arriver. Mais quand ça va arriver,
si on est prêt, rien ne se passera. Parce qu'on aura tous les éléments pour contrecarrer l'attaque. C'est ainsi que dans la gouvernance des entreprises, dans la façon donc de gérer les entreprises, il y a des méthodes simples qu'il faut appliquer. Je vous donne quelques éléments. Un comité des risques dans une entreprise, ce n'est pas que dans la banque qu'il faut y en avoir. Il faut y avoir partout parce que les risques sont inhérents à l'activité de toute entreprise. À la RTI, il y a des risques divers qui doivent donner lieu donc à au niveau gouvernance extrême de la banque, donc de l'entreprise, un comité des risques. Il peut y avoir donc également un comité de sécurité qui ne gère pas que les sujets de sécurité physique, le badge pour entrer à la porte d'entrée ou les cadenas sur la porte des archives. Non, la sécurité, c'est aussi la sécurité logique. Donc, tout ce qui a trait à la cybersécurité doit être discuté dans un tel comité. Est-ce que nous sommes prêts à affronter toute attaque qui interviendrait? Donc, la prévention, c'est la meilleure façon de se prémunir face à un mal qui, de toute façon, existe. Donc, ça se fait vraiment dans la gouvernance, dans la stratégie, dans les comités, etc. Et puis maintenant, il y a la façon de se protéger au quotidien. Une fois que j'ai parlé des stratèges, il y a les opérationnels. Il faut qu'ils soient formés. Il faut que des moyens importants soient dégagés, en fonction évidemment de la taille de l'entreprise et de sa criticité. Il faut que des moyens soient dégagés, moyens humains, moyens matériels, moyens financiers. Il faut, par exemple, recruter un responsable de la sécurité des systèmes d'information, RSSI, qui est le gardien du temple sur ces sujets de cybersécurité. Il y a plusieurs méthodes comme ça qui existent. Il y a des normes internationales en matière de sécurité de systèmes d'information qui existent. Et il faut donc passer différentes étapes pour être compliant par rapport à respectueux donc de ces règles ou de ces standards internationaux. Si l'entreprise respecte donc ces différentes étapes, le jour où l'attaque survient, elle est plutôt bien préparée. Ce n'est pas la course dans tous les sens. Non, on sait que ça allait arriver. C'est arrivé. On a pu le détecter. Et bien voilà ce qu'il faut dérouler tout de suite pour pouvoir contrecarrer l'attaque. Et ça, donc, c'est des choses qui existent. Et ensuite, peut-être tirer les conséquences d'une attaque qui a eu lieu. Est-ce qu'on a pu y parer à 100%? Est-ce qu'il y a quand même eu un déficit dans nos caisses lié à cette attaque? Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? On essaie donc de verrouiller encore plus nos systèmes pour parer à toute difficulté demain. Donc c'est méthodique, ça existe en entreprise, dans les grandes entreprises, dans les entreprises moyennes qui veulent se donner les moyens d'attaquer, en tout cas de riposter face aux attaquants. Il y a des méthodes qui existent et qui lorsqu'elles sont appliquées, permettent en tout cas de s'en sortir. Quand vous nous parlez de 6 milliards de pertes pour la Côte d'Ivoire pour l'année 2021, par exemple, est-ce que c'est 6 milliards qui vont dans les caisses, je dirais, des cybercriminels ou c'est 6 milliards de pertes pour les entreprises? Alors, ce 6 milliards de pertes pour les entreprises et pour les particuliers. Donc, si c'est cette perte, c'est que ça va dans les caisses justement de ceux qui ont commis ces forfaits-là. Mais naturellement, c'est un... Je vais vous poser la question, oui. Parce que tout à l'heure, M. Menan Nkoumé disait qu'on pouvait bloquer le système. On parlait à titre indicatif des impôts. Ça ne va pas dans les caisses, mais ça peut créer un manque à gagner important pour la société. Alors là, pour le coup, donc, il faudrait effectivement que ce soit la plateforme de cybercriminalité qui nous dise exactement quelle est la répartition. Mais en tout cas, c'est un manque à gagner net, en tout cas, qui est évalué sur cette période-là. D'accord. Alors, lorsque l'on parle de responsabilité, lorsque l'on parle de responsabilité, on entend souvent... telle téléphonie ne sont pas sérieux, ils ont vidé mon compte. C'est-à-dire, des fois, le citoyen lambda a l'impression que l'argent a disparu de son compte et ce n'est pas le fait d'une attaque, c'est une mauvaise gestion
Et comment est-ce que l'on peut faire le distinguo et comment est-ce que l'on situe les responsabilités? Alors, sur ce sujet-là, il n'y a aucun argent qui disparaît dans les porte-monnaies, du porte-monnaie électronique d'un usager. Il n'y a aucun argent qui disparaît. Il y a des individus, donc des propriétaires d'un porte-monnaie électronique, qui donnent le code de leur porte-monnaie électronique à leurs neveux, à leurs cousins ou aux cabinards du quartier. On leur donne le code une fois, deux fois, et puis bon, ben, un jour on leur donne notre téléphone parce que ça marche pas bien. Ben voilà, c'est la voie royale pour qu'une tierce personne qui connaît son code d'accès, c'est comme la clé de sa chambre. On donne la clé de sa chambre à un individu et puis on s'étonne que ses bijoux aient disparu. Le fait que nous donnions notre code d'accès à une tierce personne, c'est une faute qui peut emmener donc à siphonner le compte, le wallet, le porte-monnaie électronique d'un client. La deuxième chose, c'est les appels pirates qu'on reçoit. Monsieur, vous avez gagné à la loterie, ou bien votre compagnie de téléphonie cellulaire a dit que vous étiez un client fidèle, donc on va vous donner 20 000 francs. Bon, il faut faire une syntaxe dièse, 112, dièse, étoile, etc., etc. Quand ça finit, vous appuyez sur tel bouton, etc. Et puis l'appât du gain facile fait qu'on exécute cette syntaxe. Ben, c'est une syntaxe qui est exécutée, qui contient un numéro de téléphone d'un bénéficiaire qui n'est autre que celui qui vous a appelé, c'est-à-dire le fraudeur. Donc après, il ne faut pas se plaindre auprès de sa compagnie de téléphonie, bien de son émetteur de monnaie électronique, en disant « mon argent a disparu de mon compte ». Non, vous avez vous-même ouvert la porte pour que des intrus viennent prendre l'argent dans votre porte-monnaie électronique. Donc c'est une légende que de dire que l'argent disparaît des porte-monnaies électroniques des Ivoiriens. Ça ne disparaît jamais d'un porte-monnaie. Quand ça disparaît, il y a une raison. Et cette raison, elle est souvent liée à l'imprudence des détenteurs du porte-monnaie électronique. Alors, dans l'assistance que vous apportez, dans le genre de solutions que vous proposez, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bien sûr. Alors aujourd'hui, on propose plusieurs types de solutions. Je pense que la solution, déjà, la première qu'on peut mettre en place, dont M. Minane Kwame a parlé tout à l'heure et qui pour moi est très importante, c'est la sensibilisation. Donc comment aujourd'hui on arrive à mettre en place au sein des organisations les moyens et les solutions les plus adaptées à l'organisation cible en termes de sensibilisation. On remarque que la sensibilisation, en tout cas moi pour les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé et avec lesquelles j'ai travaillé, est un élément qui ne doit jamais s'arrêter. Pour la simple bonne raison que vous pouvez avoir tout au long de l'année une campagne de sensibilisation où vous envoyez des faux mails à vos employés juste pour les tester, pour voir comment ils réagissent et avoir des taux extrêmement faibles toute l'année. Vous arrivez en décembre, vous faites une simulation en disant voilà, vous avez reçu un cadeau surprise ou quelque chose comme ça, 40% des personnes vont cliquer. Donc en fait, c'est pour dire que je reviens sur quand on clique, c'est un lien. Exactement. Il ne fallait pas ouvrir. Exactement, voilà. Mais donc, quand vous allez cliquer, en fait, vous aurez un message qui dira, de l'entreprise qui dira, vous avez cliqué sur un mauvais lien, restez vigilant et restez toujours alerte par rapport à la cybercriminalité. Donc, la sensibilisation ne doit jamais s'arrêter et doit toujours continuer justement pour que les différentes parties prenantes gardent en tête que c'est un risque qui est au quotidien. Quand on parle de sensibilisation aussi, il y a ce qu'on appelle le social engineering, qui est une technique où un cybercriminel peut aller sur les réseaux sociaux, regarder votre profil, par exemple, que ce soit LinkedIn, Facebook ou autre, et puis avoir des informations sur vous qui lui permettrait demain justement de pouvoir vous approcher, de pouvoir collecter de l'information. Donc en fait, dans certaines entreprises, justement, on demande de limiter le type d'information que vous partagez sur les réseaux sociaux en fonction de votre poste, en fonction de la criticité des informations sur lesquelles vous travaillez. Donc il y a cet aspect-là aussi de sensibilisation que vous pouvez faire. On travaille aujourd'hui avec un partenaire qui permet d'avoir une solution qu'on propose aujourd'hui aux entreprises, qui permet en fait d'avoir un casque 3D
et qui permet justement de faire une simulation en 3D pour sensibiliser sur les différents risques. C'est-à-dire, par exemple, la politique du bureau propre. Ne laissez rien traîner sur votre bureau. Parce que moi, je peux arriver aujourd'hui, comme M. Mian, comme il disait tout à l'heure, j'arrive à la RTI, je passe dans votre bureau juste pour peut-être brancher une clé USB, et puis voilà, vous avez noté votre mot de passe en fait sur un papier. Donc ça, ce sont des types de bonnes pratiques comme ça, justement, qu'il faut mettre en place et sur lesquelles, justement, il faut appliquer à toute l'organisation. Donc il y a vraiment un très gros volet sensibilisation. Ensuite, il y a un volet gestion de risque et conformité. En termes de gestion de risque et conformité, il y a plusieurs façons de le faire, à travers des audits, à travers la mise en place de politiques de sécurité des systèmes d'information, à travers d'autres moyens justement qui permettent de mettre en place la gouvernance au niveau de l'entreprise pour que toutes les parties prenantes soient identifiées et aient un rôle précisément défini. On parlait tout à l'heure d'un responsable de la sécurité des systèmes d'information. Il faut voir à qui cette personne-là est rattachée, quel est le process en cas de cyberattaque, quel est le plan de formation au niveau de toute l'année, comment on met en place un plan de continuité d'activité quand on a attaqué, un plan de reprise d'activité. Donc toute cette partie stratégie-là, c'est une partie également sur laquelle on accompagne nos clients. Il y a aussi la partie solution. Donc, comment on peut vous permettre d'avoir des solutions qui permettent de monitorer votre activité, donc en termes de tests de vulnérabilité pour tester justement vos infrastructures informatiques, des tests de pénétration, des scans de vulnérabilité et des tests de pénétration. Comment on peut mettre en place ce qu'on appelle un Security Operations Center, oui. Donc un centre en fait qui permet de surveiller toutes les attaques que vous allez recevoir. Et puis, naturellement, donc je parlais de la partie post-attaque aussi, donc comment on peut vous aider à mettre en place un plan de continuité d'activité quand vous êtes attaqué et tout ce genre de choses-là. Donc il y a vraiment une panoplie, une gamme assez importante de services qu'on peut apporter. Et naturellement, une fois qu'on est attaqué, c'est vrai que l'attaque pourra arriver, mais si on a tout ça en place, je pense que les dégâts, en tout cas, seront moindres et on pourra beaucoup plus rapidement redémarrer l'activité. On vient en entreprise, on vous dit, voilà, par rapport, quelle est votre politique de mot de passe avec certaines spécificités qui rendent encore plus complexe en fait la possibilité en fait de casser votre mot de passe. Quelle est votre politique de sauvegarde de données pour que demain, si jamais vous êtes victime d'un rançon logiciel et que tout est bloqué, comment est-ce qu'on peut faire redémarrer votre système, à quelle échéance et avec quel type d'information pour que votre activité puisse continuer. Donc voilà, parce qu'il y a des entreprises ici, et pas qu'ici d'ailleurs, qui du jour au lendemain, en fait, ont été attaquées par des rançons logiciels, ont eu tout bloqué et sont retournées au papier. Donc elles ne pouvaient plus rien faire en fait, pendant un mois, pendant 2 mois. C'est un manque à gagner énorme. Donc aujourd'hui, on parle de certaines entreprises. Demain, imaginez que ce soit au niveau de l'État, ça peut être une catastrophe potentielle. Alors, toutes les solutions qu'ils proposent, ce sont des choses que vous avez forcément intégrées. C'est forcément lourd comme investissement, mais on n'a pas le choix. C'est moins lourd que de subir des pertes. C'est exactement ça. Il faut se poser la question de savoir, en ne mettant pas en place toute cette panoplie d'actions, qu'est-ce qu'on risque ? On risque effectivement de subir un jour une perte énorme. La question peut être posée aussi de savoir, mais on peut peut-être prendre une police d'assurance face aux cyberattaques. La réponse, c'est que ça coûte excessivement cher parce que les assureurs savent que si demain ils doivent venir couvrir un tel risque, ça risque de leur coûter eux-mêmes très cher. Donc la réponse la plus pertinente, c'est d'investir dans toutes les actions de prévention dont Franck a parlé, dont j'ai parlé également, et comme ça, on est un peu plus tranquille. Ces actions de prévention, elles se budgètent. On ne peut pas transformer en fait son entreprise en une demi-journée, sinon ça se saurait. Mais avoir un budget de cybersécurité sur 2 ans ou 3 ans et investir ce qu'il faut petit à petit, pendant qu'on forme également ses agents, pendant qu'on sensibilise... Un grand volet formation. Bien, grand volet formation. Pendant qu'on sensibilise les agents, pendant qu'on recrute le personnel qu'il faut, etc. Ça peut s'organiser sur 2 ans, 3 ans, et on est un peu plus robuste au bout de la 3e année. Donc la dépense liée à ces mesures de prévention, elle peut paraître importante, mais il faut absolument la faire en ressources humaines, en matériel
en procédure, en méthode et procédure, et également donc en ressources financières. Et c'est des choses qui, lorsqu'elles sont bien anticipées, encore une fois, permettent à l'entreprise de s'en sortir. Vous qui encadrez, parlez-nous de formation. On a le vivier ici pour des formations. Alors, en termes de formation, on a l'ESATIC qui propose des formations en matière de cybersécurité. C'est vrai, par contre, qu'au niveau global, il y a, je ne sais pas si je peux dire une pénurie, mais un manque de professionnels en matière de cybersécurité au niveau mondial. Donc ce n'est pas, oui, ce n'est pas une situation qui est propre à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a plus d'1 million de postes en fait en matière de cybersécurité à combler au niveau mondial. En Afrique, on estime le nombre de professionnels de cybersécurité à peu près 10 000. Le besoin n'a pas forcément été estimé, mais on est dans une situation chronique en fait de déficit, où que ce soit moi à titre personnel ou des entreprises avec lesquelles je travaille, on reçoit continuellement des demandes de savoir est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut nous accompagner sur ces problématiques-là. Donc il y a un vrai enjeu. Par contre, on remarque qu'il y a de plus en plus de solutions qui se mettent en place. Donc comme je disais, l'ESATIC propose des solutions de cybersécurité, des formations, pardon. Au Congo-Kinshasa, il y a un institut, donc l'Institut de cybersécurité et de sécurisation des infrastructures critiques qui propose des formations dans ce domaine-là. Au Bénin, il y a une école Epitech, si je ne me trompe pas, qui propose aussi ces solutions-là. Au Maroc, à l'école de guerre économique, campus de Rabat, aussi il y a des formations en cybersécurité. Et puis, il y a de plus en plus d'acteurs privés qui proposent en fait des modules de formation soit pour des États, soit pour des entreprises privées, pour faire en fait de la montée en compétences en fait de cadres ou de personnes identifiées au sein des organisations dans ce cadre-là. Et puis nous aussi naturellement, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais on est un organisme de formation où on permet justement de pouvoir délivrer des formations en termes de cybersécurité avec les normes dont on parlait tout à l'heure, donc ISO, donc la norme ISO 27000 en fait est la norme en matière de sécurité des systèmes d'information. Donc on a la 27001 en tant que lead implémenteur ou lead auditeur, la 27002, la 27005 risk manager. Donc voilà, il y en a plusieurs. Donc on a la possibilité aussi de se former localement, de pouvoir passer ces certifications-là pour rapidement en fait faire monter en compétence son équipe, ses ressources humaines, et puis être en mesure justement de pouvoir faire face à cette menace. Peut-être en complément à ce que Franck vient de dire, j'avais un chiffre en fait en termes d'emploi disponibles sur les métiers de cybersécurité qui était même plus important que le chiffre que tu as indiqué. J'ai un chiffre de 3,5 millions de postes ouverts dans le monde, avec une forte concentration aux États-Unis. Donc de postes ouverts sur les métiers de cybersécurité. Peut-être que la différence, c'est le périmètre d'intervention, puisque les métiers autour de la cybersécurité sont très vastes. Exactement. Vous avez, par exemple, si je vous parle d'un métier de hacker éthique, ça ne parle pas à beaucoup de monde. Mais hacker éthique, c'est des gens qui touchent. Si vous avez un frère ou bien un fils qui est dans l'informatique, demandez-lui de s'intéresser à cette formation diplômante. Parce que le hacker éthique, c'est quoi? C'est celui qui va aller faire des tentatives d'intrusion dans les entreprises pour détecter les failles qu'il y a et permettre ainsi à l'entreprise de se couvrir. Donc un hacker éthique, le hacker c'est le bandit, donc le hacker éthique c'est le contraire du bandit. Tout à fait. Mais le hacker éthique... le hacker avec une éthique. Voilà, donc le hacker éthique c'est celui qui va donc aider l'entreprise, donc les grandes entreprises au niveau mondial font parfois des hackathons, toutes des journées en fait... de bug bounty justement. Voilà, pour que des gens puissent venir tester leur façon de rentrer dans le système. Et celui qui gagne le prix, c'est celui qui aura pu rentrer dans le système. Et là, il dira, effectivement, j'ai pu rentrer parce que vous avez une faille ici, là, ici et là. Et ces gens-là sont payés très cher. Si je vous parle, on a parlé tout à l'heure de responsable de la sécurité des systèmes d'information, on peut parler de gestionnaire de crise cyber. Il y a beaucoup de métiers autour de la cybersécurité et de plus en plus d'entreprises. Et les États, ne l'oublions pas, les États et les démembrements des États, les entreprises publiques, les administrations, etc., qui ont nécessairement besoin de se renforcer en personnel qualifié et expérimenté. Franck a parlé de l'ESATIC.
À l'INPHB également, il y a des formations en matière de cybersécurité. Et le dernier mot que je voulais rajouter dessus, c'est que tout ce qui pourrait contribuer à renforcer les ressources humaines ivoiriennes en la matière serait bien. Notamment sur des bourses d'études qui pourraient être données à des jeunes étudiants ivoiriens pour aller dans des pays bien déterminés parce que ce sont les meilleurs en matière de cybersécurité. Lesquels, par exemple? On a, sur le continent africain, le Maroc et la Tunisie sont plutôt bien cités. L'Inde ou la Chine sont des pays qui sont également bien cotés en la matière, et évidemment les États-Unis. Donc, notre proposition serait que l'État ivoirien mette plus de moyens dans l'attribution de bourses à des jeunes étudiants qui pourraient aller donc de façon très pointue dans des pays et dans des institutions de formation pour justement revenir et faire grandir l'offre de ressources humaines qualifiées en matière de cybersécurité. Alors déjà, la Côte d'Ivoire est toujours, par la grâce de Dieu, ce hub sous-régional. Mais donc, est-ce à dire qu'avec tous les problèmes que l'on identifie, ailleurs, c'est pire par rapport au fait que la Côte d'Ivoire, par rapport aux grandes entreprises, appartient quand même à un consortium africain d'entreprises? Non, non, non. Ailleurs, c'est pas pire. Faut pas penser que nous sommes prémunis et puis on va baisser la garde. On est dans un environnement mondialisé, très connecté. Les acteurs économiques ici en Côte d'Ivoire sont liés parfois à des groupes internationaux. Donc nous sommes dans un village où ce qui peut polluer notre voisin doit nous concerner. Tout à fait. Donc, ça, c'est le postulat vraiment de départ. Le deuxième point, c'est que la question que vous posez m'emmène à dire que, à titre personnel, je suis un fervent partisan du partage des bonnes pratiques. Ce qui se passe en RDC, au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire ou au Maroc, pour ne parler que du continent africain, doit pouvoir être partagé dans le cadre d'une communauté cyber, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a beaucoup d'initiatives qui existent. Franck ne l'a pas dit, mais il est à l'origine du Cyber Africa Forum, en lien avec Jeune Afrique d'ailleurs, qui permet de réunir chaque année la communauté autour de la cybersécurité, de sorte à partager les bonnes pratiques et ainsi permettre un renforcement de capacité des acteurs du continent. Et bravo Franck pour cela. Ça fait partie de ce qu'il faut faire. Partager la bonne information pour lutter ensemble. Ce qui pollue le voisin peut nous polluer aussi. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est vrai effectivement qu'on organise le Cyber Africa Forum, qui est aujourd'hui la plateforme qui permet de connecter, de mettre en lumière toutes les problématiques en lien avec la transformation digitale et la sécurité numérique. On est en partenariat aussi avec le FIC, donc le Forum international de la cybersécurité, qui est l'événement leader en Europe. Nous aurons notre prochaine édition les 24 et 25 avril 2023 à Abidjan. Et c'est vraiment pour nous le lieu justement de réunir tous les acteurs exactement de l'écosystème africain. Nous attendons plusieurs ministres de l'économie numérique africains qui seront présents pour cet événement-là, des directeurs d'agences de cybersécurité nationales et plusieurs autres acteurs justement du secteur privé sur ces problématiques-là. Nous avons naturellement le soutien et l'accompagnement de l'État ivoirien. Pour l'édition 2022, elle était placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre Patrick Hachi. L'édition 2023 est organisée en partenariat également avec le ministère de l'économie numérique et nous continuons de prendre tous les contacts avec... Quelle est l'implication de l'État? Parce que là, on parle de solutions à titre privé. Alors, l'État de Côte d'Ivoire est résolument impliqué, engagé dans la cybersécurité et la lutte contre la cybercriminalité. Monsieur Ménane Kwame l'a dit tout à l'heure, il y a plusieurs législations qui existent dans le domaine. Et récemment, en décembre 2021, le 22 décembre si je ne me trompe pas d'ailleurs, donc ça fait pratiquement un an, la Côte d'Ivoire a adopté sa stratégie nationale de cybersécurité avec plusieurs mesures qui en découlent, notamment la création d'un Conseil national de cybersécurité et d'une autorité de cybersécurité, la mise à disposition d'à peu près 20 milliards de francs CFA jusqu'à 2025 justement, pour renforcer la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Et comme je vous disais, nous, à titre d'opérateurs, on va dire, opérant dans le secteur, nous organisons
plusieurs activités. Mon cabinet accompagne en ce moment l'autorité de régulation des télécoms de Côte d'Ivoire dans une série d'actions qui visent à promouvoir la sensibilisation à la cybersécurité en Côte d'Ivoire. Nous avons fait une action d'ailleurs à l'Association de professionnels des banques et des établissements financiers le 12 décembre dernier. Nous avons organisé une autre au siège de la RTCI le 19 et nous en avons une prochaine demain d'ailleurs. Donc voilà, il y a plusieurs actions. On réalise que les choses sont prises en main, mais je retiens quelque chose de fondamental que vous avez dit, c'est qu'il ne faut pas se demander si ça va arriver, mais se demander quand ça va arriver. Et j'avoue que ça continue de nous faire réaliser qu'il ne faut pas baisser la garde. Le risque zéro n'existe pas. N'existe pas, bon, c'est sûr. Alors, quels seraient vos mots de fin? Quel serait le conseil que vous pourriez donner aux chefs d'entreprise comme vous, ou encore aux particuliers, aux citoyens lambda? Alors, franchement, le mot de fin, peut-être avant de m'adresser à mes pairs chefs d'entreprise, moi j'aimerais saluer l'initiative que vous avez eue de mettre un peu de lumière sur une thématique qui n'est pas toujours bien comprise. Franck, je pense qu'on avait un challenge aujourd'hui, c'était de dire dans des termes simples ou aborder dans des termes simples une matière qui peut parfois être considérée comme complexe alors qu'elle n'est pas complexe. Et quand on l'explique simplement, les gens comprennent. Le mot de fin vis-à-vis des dirigeants d'entreprise, c'est la menace est là, mais lorsqu'on se prémunit, lorsqu'on est en anticipation, on peut y faire face. Si on n'est pas en anticipation, les dégâts peuvent être importants. Donc, tout ce qui a été dit sur la préparation, le recrutement, les moyens à dégager, la sensibilisation des clients et la formation des équipes me paraît essentiel. Et puis vis-à-vis de l'État, depuis une petite dizaine d'années, voire même un peu plus, j'ai parlé de 2007 pour la création de la DITT, les actions sont menées, elles sont à un bon niveau, mais il ne faut pas baisser la garde et il faut que tous les démembrements de l'État, toutes les agences de régulation au niveau étatique soient à un niveau de vigilance qui soit le plus haut sur cette matière, parce qu'encore une fois, que ce soit dans le privé ou dans le public, lorsqu'on est attaqué et que la faille a été trouvée, qu'on laisse les attaquants donc rentrer dans nos systèmes, la facture peut être très salée. Très bien. Juste... J'irais exactement dans le même sens que M. Menaane Kwame. J'enjoins vraiment tous les acteurs du tissu économique à se faire accompagner par des professionnels pour renforcer vraiment la sécurité de leur système d'information. Je pense que c'est critique et aujourd'hui on ne peut plus en faire l'économie parce que sinon on court, je pense, à une catastrophe généralisée, sans vouloir être trop alarmiste naturellement. Vous n'êtes pas alarmiste mais réaliste et on en a pris bonne note. Je vous remercie infiniment, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Monsieur Jean-Louis Menaane Kwame, merci à vous, directeur général de Orange Bank Africa, et monsieur Franck Kié, vous êtes consultant en cybersécurité et puis associé au cabinet CyberOps. C'est comme ça que l'on dit. CyberOps. CyberOps Consulting. Merci encore à vous. Et nous, on retient de la cybercriminalité en entreprise, on retient l'anticipation. Merci d'avoir été là. Bonsoir.